Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, grâce à cette nouvelle technologie, nous serons en compagnie de Dr. Aola Alaghezi. Il faut dire que Dr. Aola Alaghezi est professeur de langue ancienne égyptienne et également ex-doyenne de la faculté d'archéologie de l'Université du Caire. Nous allons parler des points marquants de la carrière de Dr. Aola Alaghezi, sa passion pour l'égyptologie et également des souvenirs d'une longue et réussie carrière. Dr. Aola Alaghezi, bienvenue à notre programme, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir. Docteur Aola, on commence toujours notre interview avec les souvenirs de l'enfance, puisque cette phase de la vie de l'être humain peut marquer cette vie pour toujours. Qu'est-ce que vous retenez en tête de cette phase à la maison et à l'école? J'ai passé mon enfance à la même à Méadi toujours. Je suis à Méadi jusqu'à présent et j'étais toujours à Méadi. J'étais au lycée, donc c'était une vie très facile parce que nous allions à l'école en bicyclette. Nous nous connaissions tous à Méadi, alors c'était très agréable d'aller au club pour rencontrer ses amis. On était connus et on connaissait tout le monde, des parents de nos amis et ainsi de suite. Donc, c'était une vie assez amicale, assez simple et assez je ne sais pas comment vous pouvez dire ça, mais on ne peut pas dire qu'on avait des problèmes comme nous le sentons maintenant. Nous allions à l'école, nous revenions à la maison pour faire nos devoirs, pour étudier. Et puis, les week-ends, nous allions nous promener avec nos parents ou bien entre amis. Nous allions très souvent au club de Méadi. Les Méadi étaient encore très, je peux dire, un peu plus primitive. Justement, je voudrais savoir, là, en entamant les études à l'université, comment vous avez fait votre choix? Mon choix était plutôt difficile parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Je savais que j'aimais les langues anciennes égyptiennes. Enfin, non, pas les langues anciennes égyptiennes. J'aimais les langues en général. En général, oui. Les langues, oui. Et je pensais rentrer à l'université Alson pour apprendre plus de langues. J'ai essayé avec une amie espagnole à Méadi d'apprendre l'espagnol. J'ai appris assez bien l'espagnol et j'essayais d'apprendre aussi l'italien à travers des livres pour apprendre des langues. Alors, lorsque j'ai commencé à penser à présenter à l'université, j'ai pensé aussi à aller à l'université américaine. Une amie à moi qui m'a dit non, 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 pas de l'université américaine, il y a la section d'archéologie à l'université du Caire. Allons voir qu'est-ce que ça va nous donner. Par hasard, nous avions un ami commun à Méadi, dont le père était le chef du département d'archéologie à la faculté de lettres à l'université du Caire. Nous avons été le rencontrer et c'est là qu'il nous a appris que nous allions apprendre la langue ancienne égyptienne avec plusieurs écritures, hiéroglyphes, hiératiques, et ainsi de suite. Donc ça m'a passionné, ça m'a fasciné et j'ai tout de suite décidé que j'allais étudier l'archéologie. Oui. Nous étions à ce moment-là une section de la faculté de lettres. Le nombre d'étudiants était très restreint. Nous étions, dans notre promotion, nous n'étions que 10. Donc, c'était très, comment dire,
très bien pour nos études parce que nous avions une très bonne relation avec nos professeurs. Ils nous Oui, il y a connaissaient une interaction, il y avait une interaction très vraiment, une étroite amitié. avec les professeurs. Exactement, une amitié. Même un professeur parfois nous disait, venez prendre, nous allons prendre le cours au jardin. Venez chez moi à la maison, tous, nous allons prendre le cours chez moi. C'était vraiment agréable de connaître, de bien connaître son professeur de la sorte. Alors, certainement, c'est la langue ancienne égyptienne qui m'a vraiment attirée durant toutes mes 4 années d'études. J'avais les notes les plus élevées, l'excellent, toujours excellent, excellent, que ce soit les hiéroglyphes ou bien les autres écritures que nous apprenions dans d'autres, à la seconde et troisième année et 4e année. Nous avions aussi la langue copte, qui est une des phases de la langue ancienne égyptienne. Donc, nous aussi, nous l'avons apprise en 3e et en 4e année. Vraiment, c'était ça que j'aimais le plus. Suite aux études, vous avez également continué après votre licence, vous avez continué avec un parcours académique et professionnel. Je crois qu'avec mention excellente, vous devez continuer cette étude académique, mais également vous étiez passionné par ce que vous faites, c'est pourquoi vous avez excellé, n'est-ce pas? Exactement. Certainement, j'ai été promue en tant que répétitrice, comme on dit, à la faculté. Et je devais préparer ma thèse de maîtrise, ma maîtrise et puis plus tard mon doctorat. J'étais toujours attirée par la langue ancienne égyptienne, mais j'avais des professeurs qui voulaient à tout prix que j'aille en bourse. Parce que j'étais excellente, il fallait que je parte en bourse. Et moi, je n'aimais pas beaucoup l'idée. Je ne voulais pas aller vivre seule quelque part en Europe ou en Amérique. Donc, ils m'ont conseillé de faire une maîtrise assez simple et assez rapide pour que plus tard, pour mon doctorat, je fasse ce que je voulais vraiment faire, c'est la langue égyptienne. Le sujet de thèse de la maîtrise était assez amusant, assez intéressant. C'était les nains et les pygmées en ancienne Égypte. Wow! Vous voyez que ce sujet était le plus facile. Alors, expliquez-nous comment vous avez réussi à le faire. Oui, il fallait suivre les sources, les références, parce que les nains étaient représentés dans les scènes de la vie quotidienne en ancienne Égypte. Les anciens Égyptiens ont réussi à amener un pygmée d'Afrique pour faire des danses du dieu, pour participer aux danses du dieu, pour faire plaisir au dieu ou au roi. Alors, c'était ce rôle de danseur, de cancre, si vous voulez, qui a attiré les anciens Égyptiens. À part les pygmées, on a 2 cas de pygmées qui sont venus d'Afrique et qui ont été on les a connus à travers les textes et les sources qu'on a ramenés au temps du roi et ceci, un pygmée des terres, des horizontaux. On appelait les terres d'Afrique ou les terres lointaines les horizontaux. On pensait qu'ils vivaient aussi loin que l'horizon. Donc, on a ça dans les textes 2 fois. Une fois au temps de la 5e dynastie et une seconde fois dans du temps de la 6e dynastie, au temps du roi Pépi II. Plus tard, à part ça, les nains qui sont des maladies génétique.
génétiques, exactement, existaient aussi en Égypte et on les employait ou bien pour des danses ou bien pour des travaux comme faire attention aux animaux domestiques, le singe, le chien, ou bien ils travaillaient la bijouterie aussi parce que Mhm. leurs mains et leurs doigts, tellement petits, tellement minutieux, pouvaient bien travailler la bijouterie. Oui. À un moment donné, les nains ont été déifiés. Ils ont été considérés comme un dieu et le dieu des artisans. Le dieu Oui. Ptah, dieu de la nécropole memphite, a été représenté à un moment donné en tant que nain parce que c'était le dieu des artisans. Voilà, c'est ça ce que j'ai essayé de montrer dans toute ma thèse, le côté religieux, le côté des croyances des divinités anciennes égyptiennes et d'un Oui. autre côté, la vie pratique des nains. Oui. Alors, docteur Rolala Ghezi, quand vous avez accompli ce travail de thèse qui était vraiment, qui est jusqu'à maintenant passionnant et original, c'était parmi les études, les premières études qui ont vraiment jeté la lumière sur ces deux concepts pas tout à fait connus avant en ce qui concerne l'égyptologie. Certainement, le sujet était assez original. Nous avions les références, tous les savants qui ont mentionné ou bien qui ont étudié les tombes de l'ancienne Égypte, que ce soit de l'Ancien Empire ou de toutes les périodes de l'ancienne Égypte, ils ont représenté, ils ont donné les scènes où se trouvent les nains et ont mentionné les nains en tant que travailleurs de bijoux, en tant que danseurs, mais on n'étudiait pas les textes qui accompagnaient ces Mhm. scènes assez profondément. Oui. Donc, mon travail était de de mentionner toutes les scènes et en même temps tous les textes qui ont parlé des nains. Et quand vous avez terminé bon, ce master, qu'est-ce que vous avez choisi comme thème de doctorat? Et est-ce que cette fois-ci, vous avez choisi de le faire en Égypte ou à l'étranger? Non, j'ai toujours choisi de faire en Égypte. Mhm. Et je partais pour l'étranger pour rester à la bibliothèque pour quelque temps, mais je retournais très Oui, vite, enfin, un mois tout au plus. J'ai fait toute ma thèse en Égypte. Ma thèse de doctorat est assez difficile. C'est une étude d'écriture, une étude d'épigraphie. C'est une paléographie. mhm. La paléographie de l'écriture connue au nom de démotique. C'est l'écriture du peuple, autant qui a commencé depuis la 26e dynastie de l'ancienne Égypte, de l'histoire égyptienne, jusqu'à l'époque romaine. C'était l'écriture que le peuple employait à ce moment-là, quand l'écriture officielle était le grec. Mhm. Euh, et la langue officielle, le grec. Mais eux, les anciens Égyptiens qui parlaient l'égyptien, employaient cette langue pour leur vie quotidienne. Donc, Oui. c'est une écriture très difficile parce qu'elle joint en un seul signe plusieurs signes ensemble. Il y a beaucoup de ressemblances entre les signes, donc il faut toujours comprendre le contexte pour comprendre quel est le mot qu'on doit lire. Mais ça m'a passionné quand j'ai commencé à étudier cette écriture, de voir les différences entre l'écriture du même mot dans plusieurs textes. Et c'est Mhm. ça qui m'a attiré sur un sujet de paléographie qui est l'étude de l'écriture même. Oui. Quand j'ai commencé, je pensais que j'allais faire ça sur les textes démotiques dans tous les musées du monde.
mais certainement, mon professeur m'a dit, non, 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 vous n'allez jamais On ne peut finir, pas. Oui. vous allez finir à l'âge de 90 ans. Donc, j'ai dit, non, je ne peux pas faire ça. J'ai choisi les papyrus du musée du Caire. Plus Parfait. Oui, strictement. docteur Ola, moi, je m'arrête là pour dire que vraiment, je suis très impressionnée par votre choix, même à un âge très jeune, quand vous avez décidé de rester en Égypte et d'étudier en Égypte. Vous partez uniquement pour la documentation, mais même pour le choix de texte, vous avez choisi des textes qui se trouvaient en Égypte. Pour moi, ça reflète un amour approfondi de l'Égypte et de sa civilisation et un attachement à la terre. Certainement, certainement. Sinon, je n'aurais pas choisi cette étude. J'ai envie, moi, je sens que je veux dire à tout le monde, il faut que vous appreniez votre langue ancienne, votre histoire dans toutes les écoles, dans toutes les universités, dans toutes les facultés. Il faut que tout le monde apprenne l'histoire ancienne égyptienne. Oui. Non pas parce qu'on veut connaître les détails de tout ce qui est arrivé, mais pour comprendre la glorieuse histoire de ce pays. C'est une histoire vraiment glorieuse. Oui. Après avoir terminé votre thèse de doctorat également, vous avez continué la réussite à travers votre carrière. En contemplant votre carrière et vos années professionnelles, quels sont, selon vous, les points marquants de ce parcours professionnel, les moments les plus précieux que vous considérez vraiment le sommet, le top de la carrière? Je veux vous dire quelque chose aussi, ajouter quelque chose à propos de ma thèse de doctorat, que Oui. Parmi le jury de la thèse, à part mes professeurs égyptiens, nous avions un jury, une française et une italienne spécialisée en démotique. Donc, le fait que j'ai fait ma thèse en Égypte n'a pas empêché que les Européens sachent que nous faisons un sujet pareil. Et en fait, ma thèse a été publiée à l'Institut français d'archéologie orientale. Et elle est maintenant dans toutes les bibliothèques du monde de l'archéologie. Oui. Pour ma continuation ou bien ma suite de carrière, j'ai passé par toutes les phases, certainement en tant que professeur adjoint et puis professeur, je devais faire beaucoup d'études et d'articles pour avoir mes promotions. Plus tard, dès que j'ai terminé ou bien en tant qu'universitaire, je devais passer par l'administration aussi. Donc, j'ai été chef de département pour 1 an et puis doyenne de la faculté tout de suite après. Certainement, c'était une période assez difficile parce que l'administration nous prend des études et du monde des recherches. On n'a pas le temps de faire tout ça, mais l'administration veut beaucoup de relations avec beaucoup de monde, avec beaucoup de personnes à la faculté. Il y en a de bons, il y en a qui essayent de faire comment dire, qui essayent de faire pour leur propre bien. Donc, c'est un peu difficile de toujours avoir à comprendre la personnalité devant soi. Oui. Mais heureusement, c'était pour une époque de 3 ans. Mais ce que j'ai fait de vraiment positif durant cette époque, c'est que nous avions un site de fouilles à Saqqara qui était une concession de l'Université du Caire. Et on avait arrêté de travailler sur ce site pour quelque temps à cause d'un budget qui n'était pas suffisant, ainsi de suite. Et donc, en tant que doyenne, j'ai demandé au recteur de l'université que nous commencions nos fouilles une seconde fois. Et c'est ce qui est arrivé vraiment. Et depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, je travaille sur ce site de fouilles à Saqqara.
Ça, c'est certainement ce que je fais jusqu'à présent avec le plus de plaisir, avec la plus grande satisfaction. Et également, docteur Aoula Ghezi, je voudrais savoir qui est la femme qui vous inspire ou qui vous a inspiré le plus dans votre vie. Si c'est une femme dans ma propre vie, oui, certainement, c'est Faiza Hekel. Si vous parlez d'un modèle ancien égyptien, je vous dirais Hatshepsut. Oui, Hatshepsut, oui, c'est la reine égyptienne, mais parlez-nous de Faiza Hekel. Faiza Hekel, certainement, elle était professeure à la faculté quand je commençais mes études. Nous avions de très bonnes relations amicales et familiales entre nous, donc je ne suivais pas ses cours parce qu'elle ne voulait pas que je sois là dans son cours. Si je réussis, on va dire, ils vont dire que oui, Faiza, elle lui a donné de bonnes notes parce qu'elle la connaît bien. Si j'échoue, c'est la famille qui va se fâcher. Donc, elle ne m'a jamais enseigné, mais dès que dans mon doctorat, c'était mon professeur. Elle a été mon professeur au doctorat et certainement, c'est une femme, je ne sais pas, jusqu'à présent, c'est mon modèle. Elle me dit toujours, il y a 10 ans de différence entre nous, mais tu me suis exactement comme dans ma carrière, exactement la même suite de carrière. Donc ça certainement, c'est une professeure, comment dire, le vrai sens de professeur universitaire qui aime ses étudiants, qui veut donner le plus possible de renseignements à ses étudiants, qui est connu mondialement, qui est respecté mondialement. C'est une personne du point de vue humain vraiment, comment dire, le meilleur exemple d'une personne, d'un être humain, d'une femme dans la carrière, dans la vie quotidienne, dans la vie familiale. Je sais pas, je n'ai pas de mots à dire plus que c'est vraiment, j'aimerais un jour, mais bien, jusqu'à présent, j'aimerais arriver à ce qu'elle est devenue. Et elle est toujours mon meilleur exemple. Vraiment ravie d'entendre que vous êtes là afin de louer les efforts d'un de vos collègues ou de vos professeurs. Vraiment, c'est apprécié. Et ça nous mène à parler du meilleur conseil que vous avez reçu dans votre vie. Le meilleur conseil, c'est de ne jamais, enfin du point de vue académique, de jamais m'arrêter de faire des recherches. Et c'est vraiment un conseil très utile. Mais quand je paraisse un peu, ça me tourmente, ça me donne je dis non, 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 il faut que je continue, il faut que je travaille tous les jours, il faut que, vous savez, avec ce Covid-là qui nous a donné un sens de qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il y a un futur, est-ce que le travail va donner, nous avons encore besoin de travailler, et tout ça, ça m'a donné un peu un sens de est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Donc, je me suis remise et je recommençais. Et certainement, le travail de fouille aussi me donne beaucoup de
courage parce que je sens qu'il y a beaucoup à faire encore. Il y a beaucoup de découvertes, il y a beaucoup de nouveaux renseignements qu'on peut prendre à travers ces découvertes. Ça me donne, c'est vraiment, c'est passionnant. Alors, vraiment, vous êtes le modèle de femme à suivre qui aime bien réussir, qui a cette persévérance et attachée non seulement à sa famille, mais également à son pays. Et vraiment, on était ravis de pouvoir parler avec vous aujourd'hui, docteur Aola Laghezi, malgré ces circonstances de COVID-19 qui exigent cette distance entre nous, mais grâce à cette nouvelle technologie, on a pu être également en contact avec vous. Vraiment, j'ai apprécié notre rendez-vous ensemble. Merci à vous, merci de m'avoir donné l'occasion de parler d'un passé qui m'est cher. Je tiens à vous remercier, Dr. Al-Alaghezi, professeur de langue ancienne égyptienne et ex-doyenne de la faculté d'archéologie, Université du Caire. Merci bien. Et chers téléspectateurs, c'était notre rendez-vous pour aujourd'hui. Joignez-nous la semaine prochaine afin de continuer à découvrir d'autres réussites au féminin. Merci et au revoir.